Alors, bienvenue à l'émission Autour du compte. Francis Desilets au micro en ce magnifique dimanche pascal. J'espère que le jeûne aurait été bon pour vous comme pour moi. Je reçois aujourd'hui un grand artiste. Un artiste de la parole, de l'imaginaire et de l'assemblée, comme il le dit si bien lui-même. Bienvenue, Monsieur Lavallée. Merci, Monsieur Desilets. Vous êtes beau dans le soleil. Ben oui, hein, c'est ça. On est dans un studio qui donne directement sur la rue et il me frappe bien. Je pense que je vais avoir de belles chaleurs avec vous aujourd'hui. Bon, je vais laisser tomber le monsieur Lavallée puisqu'on se connaît depuis, Depuis un petit bout quand même. depuis une vingtaine Ouais. d'années, certains. Fred, je ne reçois pas son retour de micro, s'il te plaît. Merci. D'entrée de jeu, j'ai le goût de commencer comme ça, même si avec toi, je le sais déjà, mais on devient comment conteur dans la peau de François Lavallée? Ça arrive comment pour toi, le cas? Dans le dernier spectacle, celui que je présente encore, là, il reste des dates du Ruisseau. J'étais à Claude Léveillé à Maison de la Culture la semaine dernière. Et dans le spectacle Le Ruisseau, je raconte un peu comment tout ça a commencé au bord du feu, au bord du ruisseau. Il y a beaucoup de sensoriel. Il y a des odeurs, il y a des sons. Il y a surtout une personne, Balou, qui était notre animateur scout, qui, Oui, oui. le vendredi soir, il avait la bonté de venir s'asseoir avec nous autres au bord du ruisseau. C'était notre territoire d'enfance où tout était permis. C'est là qu'on s'amusait à construire des cabanes dans les arbres, à pêcher des grenouilles qu'on allait vendre chez Tigui. C'est pour la pêche ou... Ouais, ben non, pour manger. Ouais, Ah, ouais, Tigui, Tigui. moi, je suis pas sûr que c'était ma PAC, mais Tigui il vendait ça en arrière. Fait que c'est ça, mon enfance au bord du ruisseau, à vivre avec une gang d'enfants, avec des haches, des ciottes, à aller sur la rivière Richelieu voir les anguilles qui allaient se prendre des trappes des frères Goya. Fait que c'est un lieu, c'était un environnement extraordinaire pour apprendre à raconter, à vivre des histoires, parce que pour moi, les histoires, elles se vivent puis elles se disent. Et c'est toujours c'est là l'assemblée. Quand tu m'avais parlé de ça, le retour au scoutisme, le balou, le feu, je me suis rendu compte que j'avais oublié cet aspect-là de ma vie. Je faisais partir, moi, ma vie de conteur beaucoup plus loin que ça. Et que finalement, c'est là, moi aussi, que c'est parti. Où on se retrouve un soir, puis quelqu'un prend la parole, te raconte une histoire, puis t'as 25-30 petits culs qui boivent les paroles, et puis qui absorbent tout ça, là, tu sais. C'est du vivant, Oui. c'est vraiment de l'art vivant, parce que le feu, il faut l'entretenir. Tu sais. Je pense à Patrick Dubois avec sa grève là, Ouais. au bord du feu. C'est un exemple pour À moi. Carleton. À Carleton. Il reprend ça sûrement cet été, le Pat, puis avoir une action à faire tout en racontant, prendre soin de son monde, tout ça. C'est là que je viens, moi aussi. Éviter la fameuse boucane aussi. Ça, c'est un beau sport quand on se rencontre sur le bord du feu. Je sais pas ce que tu veux dire. Dans ton univers, François, il fait beaucoup mention de l'enfance. De l'enfance qui s'en va, de l'enfance que tu aimerais retrouver quand on lit ta biographie et tout ça. Est-ce que tu as peur de vieillir, François Lavallée? Ah, ça c'est une belle question. Je me plais à dire souvent que j'aime rendre hommage aux adultes qui m'ont donné envie de grandir quand j'étais enfant, comme Balou, et comme plein d'autres aussi, là, des gens de ma famille, et aussi aux adultes qui, aujourd'hui, quand je les regarde, qui soulagent ma peur de vieillir. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai envie de leur rendre hommage, de raconter. Et souvent, ces personnages-là existent dans mes fictions. Quand on prend un conte traditionnel, les personnages qui sont là-dedans, c'est aussi des gens qui font partie de mon entourage. C'est aussi moi, tous les personnages des contes sont à l'intérieur de moi. Et ils agissent entre eux autres, des archétypes qui vivent des histoires, des récits. Fait que l'enfance, les souvenirs, l'intime, l'imaginaire et le réel, les enjeux de société, pour moi, se mêlent complètement. Fait que quand tu creuses dans l'enfance, tu parles aussi beaucoup de racines. C'est là que tu vas chercher ce qui te sert aujourd'hui en spectacle. Ben, c'est mes craintes, c'est mes peurs que je continue à porter avec moi, puis j'essaie juste de les comprendre, de trouver de la liberté au travers de mes craintes puis mes peurs, mais qui étaient déjà là, qui se sont installées, qui sont apparues, qui ont été déliées ou non, mais c'est mes inconforts. C'est tout ça que je continue à porter, puis mes contes, ils m'aident à prendre une distance et à m'aider à trouver pour l'espace d'un moment une réponse. Parce que les contes sont des prismes à questions. Et ils soulagent, ils font du bien.
et pour un temps. Moi, je suis un gars du doute, fait que je mets le pied, puis aussitôt, je me pose des questions. C'est ça l'affaire. Ben, je prends je prends ce sujet-là au bon pour te demander pourquoi est-ce qu'on a besoin du compte dans nos vies et pourquoi on en a encore besoin aujourd'hui à ce jour. Parce que c'est un Christy de beau prisme, ma question. Sans C'est blague. ça. Ouais. C'est ça qui m'a fait réagir beaucoup, le prisme, parce que c'est multifacette, ça rentre d'un côté, ça ressort d'un autre. Et le conte, pour moi, les beaux contes, là, je viens de travailler sur les contes des frères Grimm avec Alexis Chartrand, on pourra en parler au violon. Puis les contes, ils posent tellement de questions au monde d'aujourd'hui. Puis les bons contes, c'est pas ceux qui font la morale. Ça m'intéresse pas des contes qui font la morale. C'est des contes qui posent des questions morales. Et ça, c'est intéressant. Quand le conte nous amène à nous poser une question et que nous, comme auditeurs, comme personnes qui écoutent, qui vivons une histoire racontée, on est en train tout à coup de se poser soi-même. On se pose en question. On se met en question, on se met en route. Comme un personnage de conte qui part à l'aventure. Et les frères Grimm, les contes qu'ils ont rassemblés, ça nous permet de faire ça facilement ou tu as dû chercher un peu les angles? Bien, on cherche toujours un peu les angles, mais les contes merveilleux qui sont racontés depuis la nuit des temps, faut savoir qu'eux autres, ils ont ramassé ça au 19e en Allemagne, mais que les 260 contes qui ont été collectés viennent d'ailleurs, parce que les contes sont plus sauvages et plus libres que des frontières à 25%. Là. Non, c'est universel. Là. Fait qu'ils ont été ramassés en Allemagne, mais c'est pas des contes, pour moi, ils se sont installés, mais ça, ils s'installent partout, ils sont arrivés d'ailleurs. Puis ils posent déjà des questions, ils en posaient déjà à l'époque. Après, rentrer dedans aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle du frisson amoureux, mettons, dans Rose d'Épine, qui est La Belle au bois dormant? Comment est-ce qu'on parle du frisson amoureux de deux individus qui se croisent, qui se rencontrent, et qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'ils vivent dans leur château? Ils passent des années à vivre dans la royauté ou... Moi, j'ai envie de les faire partir, comme dans une relation amoureuse où on trouve notre liberté, notre élan. Fait qu'à la fin du compte, ils quittent le château et ils s'en vont. Ils s'en vont puis ils partent. Ça, c'est la liberté aussi du conteur, de choisir. Même si on a une histoire traditionnelle, de choisir comment elle va finir, de choisir où on l'amène. Hein. De décider ce qu'on vient, ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Aussi. Dans l'histoire, sans trop la dénaturer, mais qu'elle continue à avoir sa richesse. Fait que c'est toujours une espèce d'équilibre. Comme l'artisan qui fait de la restauration, qui ne rénove pas une vieille maison, un patrimoine bâti, mais qui restaure, il est toujours en train de faire des choix entre les matériaux qui étaient utilisés avant, ceux d'aujourd'hui, mais garder l'essence, l'esprit, au plus près. Parce qu'il faut quand même que l'électricité passe d'un mur. Tout à fait. Colin, c'est bien dit ça. Ben, je suis inspiré. il y a le soleil, là, ça doit être le soleil de Pâques. Je suis illuminé. J'ai le goût de te demander, c'est quoi la place de la famille dans ta vie? Je pose la question parce que, en tant que conteur québécois, on le sait, si tu veux vivre de ton art, tu dois prendre la route, puis c'est la route de la francophonie, puis c'est longtemps loin de la maison. Ton rapport à la famille par rapport à ça, de quitter, de revenir? Ah ben, ça a fait partie de l'histoire de mes 30 ans de racontage sur la route. On s'en est parlé une couple de fois. Ben, je pense qu'on se connaît depuis assez longtemps pour avoir vu... mes enfants là, sont des adultes aujourd'hui. Mm-hmm. Ils font leur vie complètement dans des... Et parfois, ils viennent voir tes spectacles. Ben oui, puis ils amènent ouais, mais comme l'année passée, avec le 25 ans, la soirée, où ma fille était dans 22 ans dans la salle, l'âge où moi je suis rentré, quand les Dimanches du Conte ont commencé, là, où je rencontrais toute la belle gang qui sont encore dans ma vie. Et ça, c'est ultra touchant. Mais mes 3 enfants ont grandi avec un père qui était en mouvement dans son travail, dans son métier, et qui s'est posé plein de questions. C'est ça. Est-ce que tu es un ennuyeux ou plutôt du genre heureux sur la route, mais heureux de revenir? Ben c'est clair que j'aime les aventures, j'aime les rencontres, j'adore le noyau familial. Tu sais, quand j'étais enfant, là, j'invitais des amis, beaucoup d'amis à la maison, puis à un moment donné, ma mère, elle disait « Il est où François? » Ben, François était dans sa chambre en train de jouer avec ses Legos ou en train de dessiner. Il se faisait des mondes, mais ses amis jouaient dans la salle de jeu ou dans le cours, puis moi, j'étais dans ma chambre, j'avais besoin de me réfugier. Fait que j'ai toujours été entre le collectif, mais un grand besoin de solitude aussi. Tu te dis aussi être un humaniste réaliste. J'ai adoré ça dans ta biographie. Je le dis parce que c'est comme si le mot réaliste tempérait un peu l'humaniste.
se garder une petite porte de sortie. Toi qui aimes l'humain, quand ça va trop loin, tu prends ça comment? Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, bon, on dit ça de chaque époque, hein, tout le monde, mais l'humaniste réaliste en toi, il réagit comment quand ça va trop loin? Il peut être pessimiste des fois, puis il se ramasse, puis il ramasse ses rêves d'enfant, il ramasse ses désirs d'adulte, aussi ses deuils. Tu sais, ce soir, on fait une soirée pour l'ami Simon. Il est parti il y a 3 ans, en même temps que Simon Gauthier. Simon Gauthier, en même temps que une couple de mois, mon père après Simon est parti. La dernière tournée, ouais, c'est ça, fait que ça ramène à l'humanisme réaliste que les deuils, j'approche la cinquantaine, et de voir qu'il y en a qui partent autour de soi, ça joue sur l'humanisme réaliste que je suis ça. J'adore l'humain, je l'aime d'amour, même quand je suis dans une salle de spectacle avec 350, 5/6e qui me font la vie dure, parce que ce jour-là, ils ont décidé que la vie était comme ça. Ouais. Mais j'ai le goût de les aimer, puis d'arrêter après 5 minutes, de dire attendez un petit peu. C'est pas comme ça que ça va se passer. On recommence. Puis on recommence le spectacle. Parce que l'humaniste est réaliste, puis il dit ok, on joue à ça, mais non, ça se passera pas de même. Il y a des fois qu'on peut pas l'arrêter, la rivière. Hein? Ouais, on l'arrête pas. Mais des fois, on peut s'arrêter, nous, pour dire ok, elle va continuer, mais je suis pas sûr que j'ai le goût de nager dedans encore. Là. Mais on met un petit pas de recul. Puis... Fait que l'humaniste réaliste, aujourd'hui, il met un pas de recul sur le monde, il laisse aller les choses un peu plus. Pour mieux se réinstaller quand ce sera plus doux. Ouais, pour se protéger soi-même aussi. On peut pas... je pense que c'est ça, de ce temps-là. Moi, je me dis que j'aime mieux laisser aller. Ça veut pas dire laisser tomber, ça. C'est laisser aller les choses. Laisser filer. Ouais, autant que le métier, autant avec le rapport aux idées, aux drames, puis aux belles choses, des fois aussi. Des fois, je laisse aller aussi les belles choses. Là, je vais être un peu taquin, François. Ouais, allons-y. Toi, tu es reconnu pour être un doux. Tu es une personne, quand on te croise, tu nous regardes dans les yeux. Tu prends le temps avec chaque personne. Mais est-ce que ça se peut être fâché pour François Lavallée? Et Christy, je pense que oui. Ouais, mais c'est ça, l'humanisme réaliste, là, je pense que j'ai pas trop de problème à aller voir mon voisin quand ça va pas, pour aller m'asseoir avec lui, le regarder dans les yeux, puis dire non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Fait que François, il est doux, mais comme les doux qui aiment, je pense, moi je suis un amoureux aussi, j'aime les gens, puis je tombe facilement en amour. Tu sais, il y a ma blonde avec qui je suis amoureux depuis une 30aine d'années. Mais je suis un amoureux en amitié, un amoureux de rencontre sincère. Mais un amoureux, c'est plein, c'est rempli, j'ai besoin de justice, j'ai besoin que ça soit... Fait que je ne tolère pas. J'ai la facilité à m'indigner devant l'inacceptable. Assez facile, plus que je vieillis. Ouais, on aurait une anecdote à raconter ensemble d'un dimanche, mais on la racontera pas. On la racontera pas, mais disons que c'est pas pour rien que j'ai posé cette question. J'ai vu une fois cet homme qui dit « ça ne fonctionnera pas ». Mais ça fait aussi partie de ça, l'humanisme réaliste et l'être humain que tu es. Et c'est rempli d'amour, ça. Il faut des fois. Juste avant qu'on aille à une chanson, rapidement, toi qui as beaucoup voyagé pour le travail, mettons, là, comme ça, là, tu rêverais d'aller où? Ça n'aurait pas aucun rapport avec le compte. Une destination dont tu rêverais. Présentement, j'irais au Yoï. C'est drôle parce que mes idées de voyage sont moins au travers le monde que tout près de chez moi. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai ces désirs de voyage-là qui sont de proximité, à pied. Je suis un marcheur, je suis un gars de vélo. Colline de Bine, c'est sûr que j'aime tous les paysages du Québec. Je les aime d'amour. Ben justement, on va aller se promener un peu. Ouais. On va-tu en Acadie? Allons-y. Avec les Hey Babies, la chanson La poule aux œufs d'or. Magnifique chanson. Je connaissais pas. Je l'ai écouté, je pense, 5 fois depuis. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. L'histoire de récit. Ben c'est ça. Ouais. C'est ça, là. Ouais. De la réécouter, puis de juste... As-tu braillé? Ah, j'ai une larme. Les yeux pleins d'eau. Quand avec la terrasse. Ouais. Quand le monde pense qu'elle va rénover tout, Ouais. là, que le monde passe une chire, là tu fais comme, OK, tout le monde dans ce bout-là pense à soi. Ouais. Peu de monde a pensé à
Fabienne, Lorraine, j'ai oublié son prénom. C'est la chute du collectif aussi. Ouais. C'est que ça tient à une personne. C'est ça. Et tout à coup, et là, c'est le collectif qui se démantèle. J'aime bien la façon dont tu as dit là. À la start, tout le monde est slim, tout le monde va au gym. Tout le... Lucienne, c'est ça. Lucienne. Je connais pas beaucoup les Bees, puis ça me donne le goût de peut-être aller creuser, mais c'est tout là. Toutes les fois que les invités me balancent une chanson, je me fais quand même le devoir d'aller l'écouter. Celle-là, à jouer puis à rejouer. Ah ben c'est une belle chanson folk en plus, puis elle a une belle voix. Là. Un autre poutine. Ah ben tu fais bien ça, Francis, t'amènes bien Merci. ça, les questions. Ben, j'avoue tu sais, que là, je suis allé dans d'autres zones parce que, comme tu me dis, surprends-moi d'habitude, tu sais. C'est pour ça que je demande aux gens, donne-moi des pistes, ça va juste plus vite, c'est plus facile. Puis là, j'ai fait, ok, mais au moins, là, je le connais. Mais si, mettons, je vais recevoir peut-être Jean L'Océan, là, de personnes que je connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, je peux pas juste partir là, de. C'est plus difficile, mettons. C'était, mine de rien, 15 minutes, ça prend quand même Oui, oui. un petit peu de préparation. Petit rocher nord. J'étais allé là dans mon enfance, moi. Le petit rocher. Un oncle qui restait là. Cousin, cousine, Un oncle comme son nom de famille? des îlets. Des îlets. Ok, c'est un oncle, c'est un des îlets de. Ouais, c'est le frère de mon père qui, lui, parti de Drummondville dans sa jeunesse, est allé en Ontario, Windsor, s'est marié avec une franco-ontarienne. Ok. Puis là, ils ont déménagé au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, Moncton. Ah ben c'est drôle ça parce que la grand-mère à Rebecca, quand il y avait le festival de Myriam, les contes en Acadie, j'étais allé avec Boucard cette année-là. Boucard était là, ma blonde était venue, sa mère puis sa grand-mère. Elle a fait la reine parce que sa grand-mère, son père était de Petit Rocher. Puis elle est le couf. Puis elle est allée faire une petite recherche généalogique. Non, c'est ça, eux autres, c'est vraiment déraciné total. Là. Une franco-ontarienne de Windsor, puis un Québécois de Drummondville. Là. Fait que ils se sont posés là. Après ça, mon oncle a eu pendant une trentaine d'années une compagnie de transport, là, puis dans le coin de Moncton. Puis là, il s'est fait une blonde à Windsor, en Ontario encore une fois. En tout cas, ça bouge. Il y en a qui sont plus mobiles que moi, mettons. Il revient pas mal au point d'ancrage. Ton compte, sais-tu combien il dure de temps? Pas plus que 5, c'est sûr. OK. Je pense que je vais le faire en 4, 4 et demi. Parfait. On aura le temps pour 2-3 questions. Peut-être parler de tes actualités qui s'en viennent, si tu veux. Puis, peut-être juste un petit mot sur le spectacle de la soirée, si tu as quelque chose à en dire. C'est ça, comme il disait, à chaque émission, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui s'en viennent au show après, s'ils disent le mot de passe, ils ont un billet gratuit. Ça arrive pas souvent, mais une fois de temps en temps, quelqu'un qui nous attend. C'est pour ça que je voulais que ce soit Vagabond Céleste, à moins que tu en aies un meilleur à proposer. Bon, c'est parfait. Combien de temps, Fred? À 40 secondes. On allait fermer la porte à 30 secondes. Si le show est studio, j'essaie de pas continuer ça. Tu peux aller ça, Pour nous autres. tu peux aller ça ouvert, là, c'est pas grave. On entend des fois. Ils sont partis. Là. Reste 20 secondes. Un conte des frères Grimm que je vais faire. Là. Je suis avec Alexis à Alice Chartrand. Ouais. Ça s'appelle comment ce show-là? Il était une fois et quelques autres. 10 secondes. Un vrai récital de conte. Magnifique chanson, mais surtout magnifique histoire dans cette chanson. Le récit, hein? Ah, c'est pour ça que je l'ai choisi et que je la proposais. J'avais le goût de te faire découvrir aussi. C'est une très très belle découverte, je ne connaissais pas. Ah, il y a de l'émotion là-dedans. C'est très bien ciselé. C'est un... Je trouve que c'est un petit exemple d'histoire bien taillé. Ouais, du quotidien, de ce que peut être le quotidien d'un village. Je te cède le micro, François Lavallée, pour une histoire que tu as bien voulu choisir et nous raconter. Écoute, je pourrais te raconter une histoire du dernier spectacle avec Alexis Chartrand. Il était une fois et quelques autres qu'on a présenté là, dans des séries en scolaire. Mettons, parce que c'est dans mes histoires de ce temps-là. Il était une fois dans un pays où la nuit était toujours noire. Puis on aurait dit qu'à la fin de chacune des journées dans ce pays, quand le soleil se couchait, que le ciel, comme une grande couverture, recouvrait le monde. Les gens de ce pays n'avaient jamais vu le lever de la lune ni le brillant des étoiles dans le firmament. Alors, ils avaient déjà vu au début du monde, puis ils avaient entendu des histoires.
comme quoi qu'une douce lumière diffusait sa lueur sur les choses. Mais pour une raison inconnue, la lune avait disparu. Un jour, 4 jeunes habitants de ce royaume entreprennent un long voyage. Et en arrivant dans un pays, ils voient le soleil se coucher derrière la montagne et à la cime d'un grand chêne, une boule brillante qui diffuse sa douce lumière sur les choses autour. Ils n'ont jamais vu ça. Ils entendent un cheval, une charrette, puis aperçoivent un fermier qui s'approche. Il l'arrête pour lui demander ce que c'est que ça. Ça, c'est la lune! Un homme très riche l'a acheté. Il taille la mèche, s'assure qu'elle manque pas d'huile et la nettoie pour la garder brillante. Et nous, tous les gens du pays, lui donnons 1 pièce d'or par semaine pour ça. Vous savez, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Puis le fermier repart. Hey, ce serait bien d'avoir ça chez nous, dit le premier. Mon père a un terrain avec un arbre presque aussi grand, un chêne. Je suis certain qu'il accepterait qu'on accroche la lune à la cime. Ce serait bien de voir dans le noir. Ah ouais, allons chercher un cheval et une charrette, dit le deuxième. On va apporter la lune, ils en achèteront une autre. Je suis un bon grimpeur, dit le troisième. Je vais grimper puis décrocher la lune. Pendant que le quatrième va chercher le cheval et la charrette, le troisième, lui, grimpe dans l'arbre et va faire un petit trou dans la lune pour glisser une corde. Et tire la lune pour la mettre dans une charrette, la couvre d'une toile et ils retournent comme ça, sans se faire voir, dans leur pays. Accroche la lune à la tête du grand chêne et la lune diffuse sa lumière sur les champs, entre par les fenêtres et les gens sortent pour l'admirer danser au clair de lune. Et à partir de ce jour, les 4 habitants se mettent à nettoyer la lune, à tailler la mèche et à la nettoyer pour qu'elle reste brillante. Puis vous savez quoi? Les gens du pays leur payent 1 pièce d'or par semaine pour ça. Eh bien, ils vieillissent. Ils vieillissent comme tout le monde. Ils vieillissent les 4. Puis il y en a un qui sent sa fin approcher. Puis, étant donné qu'il est propriétaire de la lune, avant de partir dans sa tombe, il demande qu'on aille couper avec un couteau un quart de lune pour glisser dans son cercueil. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Le jour de sa mort, on a grimpé avec un couteau, on est allé couper, et la nuit est devenue de plus en plus sombre. Et quand le deuxième et le troisième sont partis, on est allé faire la même chose, aller chercher un quart de lune jusqu'au 4e où la nuit, tout à coup, est redevenue noire. Mais les 4 morceaux de lune, sous terre, dans les enfers, quand ils ont été rassemblés, ont formé la lune pleine. Et les morts qui n'avaient pas vu de lumière depuis longtemps sont sortis de leur cercueil, se sont mis à rire, se sont mis à se raconter des jokes, ont à jouer aux cartes, à se taper dessus, à se bagarrer. Mais en haut, Saint-Pierre, le barbu gardien des portes de l'enfer, quand il a entendu tout le vacarme à partir du ciel, le vacarme qui venait d'en bas, est descendu pour aller voir. « Hey, bande d'abrutis, à quoi vous jouez? Vous avez oublié que vous êtes morts, retournez dans vos tombes! » Et il a compris, Saint-Pierre, que c'est la lune qui les empêchait de dormir. A pris la lune pleine et l'a amenée avec lui pour aller la déposer en haut au ciel, dans un endroit où personne ne pourra l'atteindre. Et à partir de ce jour, la lune brille au-dessus de tous les pays. Et Saint-Pierre lui s'amuse à enlever un morceau, un deuxième, un troisième, puis un quatrième, jusqu'à ce qu'elle redevienne noire. Il s'amuse bien entendu à les replacer jusqu'à ce que la lune redevienne pleine. Il recommence comme ça chaque mois. Et depuis, à la fin de chacune de leurs journées, les vivants, en regardant le ciel, rêvent de décrocher la lune. Merci. Merci François. Très belle version de ce beau conte de lune. Conte de lune raconté comme ça par un dimanche après-midi ensemble dans le soleil. Dans le soleil. Ouais. Et c'est drôle parce que je l'ai raconté avec Alexis Chartrand qui accompagne de magnifiques manières. Mais je dis c'est plus qu'accompagner, il est en train de raconter le récit avec son violon puis un air trad ses pieds, un air qui déconstruit pour nous amener dans le céleste. Là. Une vraie jonction avec la musique dans ton... Un vrai beau travail. J'ai rarement rencontré un musicien avec qui j'ai pu parler autant de récits, autant d'histoires, puis qui avait du répondant sur la structure dramaturgique, sur le sens du récit, sur ce que ça veut dire, sur c'est quoi son cœur battant en émotion. Puis Alexis était totalement allumé là-dessus. Ça paraît dans son approche musicale. Donc, François, tu as quelques spectacles qui s'en viennent. On va avoir le temps de discuter aussi. Le 27 avril à Sorel, si vous êtes dans le coin, le spectacle Le Ruisseau, dont on a à peine discuté tout à l'heure. Tu vas aussi donner à Moncton, parce qu'on retourne au Nouveau-Brunswick, du 9 au 11 mai, la formation L'Artisan de l'Enchantement.
que tu as donné à Montréal en février, dernièrement. Oui, avec le regroupement du compte. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit c'est complet, merdouille. On aurait aimé ça. J'ai même connu des gens qui se sont mis sur la liste d'attente. Spectacle Le Ruisseau le 17 mai à Dieppe. Ça, c'est en banlieue de. Collé sur Moncton. Moncton, C'est le centre culturel de Dieppe. C'est la banlieue francophone. Hein. Et la conférence festival littéraire le 14 mai au Lac Brome. Et cet été, des vacances pour une saison bien méritée. On parle de ta formation, l'artisan de l'enchantement. C'est important pour toi de faire du coaching, de la formation? Ah, j'appelle ça même. Oui, c'est important. Parce qu'avec 30 ans, à avoir eu la chance d'aller au travers de la francophonie, aller rencontrer des gens, participer à des projets avec les gens, il faut que ça se transmette quelque part. Pour moi, ça a toujours été la transmission avec tout le travail que je fais dans les classes, dans les écoles, de la maternelle jusqu'à l'université. Je passe par le secondaire, je donne des classes à l'université. Tout ça, pour moi, c'est des espaces hyper importants. Puis en 2020, quand j'ai pris la décision... Ça nourrit aussi, la rencontre avec ces gens. Ça permet de mettre des mots sur sa pratique, de décortiquer, de devoir l'expliquer. C'est très nourrissant pour soi. Puis on se sent vraiment de donner du pouvoir aux autres, je trouve. Puis je dis ça avec plein d'humilité, là, de dire de donner du pouvoir, c'est que faire voir une manière, une approche du récit de l'imaginaire. Puis c'est colligé aussi à travers les rencontres et les projets que j'ai faits. Pour moi, c'est drôlement important. J'appelle ça une aventure de création ou d'interprétation en groupe, parce qu'il y a 2 artisans. Une aventure de création en groupe, parce que c'est vraiment ça. Ça me rappelle les camps de vacances où on partait en expé. On laisse personne derrière. On y revient. On y revient. Et ce soir, au Dimanche du Conte, tu feras partie d'un spectacle collectif qui rend hommage au très grand conteur qui est parti il y a 3 ans. C'est mon ami Simon Gauthier. Simon Gauthier, on peut s'attendre à quoi ce soir? Rapidement. Ce soir, j'ai l'impression que ça va être comme quand on arrivait chez Simon. Je me suis déjà fait prendre un après-midi où j'allais le voir, puis on a dessiné avec des crayons de couleur toute la journée. Fait que ça va ressembler à ça. Ouais. C'est ce soir, au Dimanche du Conte, bar Le Jockey, 19h30. Et si vous nous écoutez et voulez vous mériter un billet gratuit, le mot de passe ce soir, vagabond céleste. On se retrouve la semaine prochaine. Merci François Lavallée. Merci Francis Desilets.